Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de toute l'actualité sportive. Thierry Simard en compagnie de P.O. Deschênes pour ce 31e épisode. Cette semaine, les Olympiques sont terminés, il y a les Paralympiques qui commencent bientôt, mais entre-temps, on a quand même quelques sujets aussi. On a beaucoup de sujets au niveau de la LNH parce qu'on sait que c'est la date limite des transactions qui approche. Aussi, on a des nouvelles aux côtés du football, des joueurs qui prennent leur retraite, des joueurs qui signent des contrats, des joueurs qui sont échangés. Puis aussi, on a le début de la saison du CF Montréal, il faut bien en parler malheureusement. Mais on va commencer avec la LNH. D'abord, les Canadiens de Montréal qui ont joué 3 matchs depuis notre dernier épisode contre les Islanders de New York. Je crois que c'était jeudi dernier, si je ne me trompe pas. Ouais. Lui contre les Capitals de Washington samedi dernier et lui contre les Sharks de San Jose mardi dernier, donc la veille du moment où on enregistre. Donc, P.O., si tu peux parler rapidement de ces 3 matchs-là, où 2 des 3, les Canadiens se sont inclinés. Donc, le premier contre les Islanders, on avait bien commencé. Les Canadiens jouaient très bien. On avait possession de ce match-là. On a même pris une avance de 2-0. Ensuite de ça, on a donné trop d'espace en 1 minute de temps de jeu à Mathieu Schaefer, puis il a décidé d'en marquer 2. Et après ça, dans sa semaine, il en a marqué 2 autres. Donc, c'est le premier défenseur, ben pas premier défenseur, mais première recrue à atteindre le bateau des 20 buts. Et c'est un défenseur. Et il bat le record de plus de buts pour un défenseur de 18 ans. Donc, Mathieu Schaefer, vraiment incroyable. Et il a même dépassé sa marque de buts dans le junior en moins de matchs dans la LNH. Donc, c'est quand même assez incroyable qu'est-ce qui se fait présentement. Ensuite de ça, là, c'était 2-2. Les Canadiens ont repris l'avance 3-2. Et en toute fin de match, les Highlanders, en enlevant le gardien, ont marqué un but. C'était un tir dévié par Andersley qui a fait 3-3 et en prolongation. Le Canadien avait quand même position de la rondelle pour une bonne partie, mais après ça, Pajot s'est amené en échappé et a fait 4-3 et a remporté ce match-là. C'est un peu décevant, justement, comme j'ai dit, on menait 2-0 et on jouait très très bien. Donc, une défaite de ce côté-là, mais au moins on avait eu un point en prolongation. C'est de ça, contre Washington, une équipe qu'on a les Canadiens ont de la difficulté à battre, que ce soit cette année, l'année passée ou en série. Mais on a été très très bon. Les Canadiens l'ont remporté 6-2. Ça a vraiment été un très très bon match de pas mal tout le monde et une grosse performance dans les buts de Jakub Dobeš. Donc vraiment un très très bon match de ce côté-là. Encore 2 buts pour Cole Caulfield qui vraiment est égalité au deuxième rang. Faudrait que je la dernière fois que j'ai checké, là, donc il peut avoir descendu égalité avec McDavid, Boldy, avec Kaprizov, puis lui, ils sont à 35. Mais il y a McKinnon qui est dans une autre case avec 41 buts. Donc, très très bon match du côté des Canadiens, dominant contre Washington. Ensuite de ça, contre les Sharks de San Jose, ça a été un match vraiment bizarre. Il y a des bouts, les Canadiens dominaient, après ça les Canadiens jouaient bien, là c'est les Sharks qui jouaient bien. Le gardien Askarov a fait de très gros arrêts, 2 gros arrêts importants, des moments clés. Dobeš a laissé un but rentrer un peu difficile du côté de Celebrini, un truc qu'il voudrait revoir. Et un truc qu'on a un peu vu, quand même, on a vu pas mal contre les Highlanders, un peu moins contre Washington, mais quand même un peu. Et on a énormément vu contre les Sharks. Les Canadiens ont de la misère à couvrir leurs joueurs autour du filet, de les tasser devant le filet. Soit la vue du gardien est voilée, ou soit les gens font des cross-pass vraiment à côté du filet. Les retours sont pas pris. Et ça a vraiment été des buts qui ont coûté cher aux Canadiens contre les Sharks. Finalement, les Sharks l'ont emporté 7-5, donc vraiment un duel offensif. Et Celebrini dans ce match-là, il y a eu 4 points, vraiment été très très bon. Newhook, depuis qu'il est de retour, il y a 4 points, si je ne me trompe pas, en 3 matchs. Donc vraiment très très bon de son côté, il joue vraiment très très bien. Kirby Dack qui est sur le premier trio, c'est en dents de scie, il y a des matchs qui fait très bien, des matchs qui sont plus compliqués. Et un trio qui m'inquiète, c'est le deuxième trio qui avait été très très bon avant la pause olympique. Ben, plus au milieu de la saison, vraiment très très bon. Là, juste avant la pause olympique, puis maintenant, c'est plus compliqué. Le trio de Kapanen, Slavkovski et Demidov, donc j'ai hâte de voir s'ils peuvent se reprendre. Sinon, je serais pas contre à monter Newhook qui va très très bien. Il avait quand même bien fait en début de saison avec ce trio-là, puis remettre Slavkovski sur le premier trio. On va voir qu'est-ce qui va se passer. C'était le dernier match des Canadiens avant la date limite des transactions. Et justement, il y a déjà quelques transactions qui ont eu lieu. Donc, si tu pouvais commencer à nous parler des transactions qui ont eu lieu. Là. Tout d'abord, on va parler de la plus petite en tant que telle, c'est Boris Katchouk, le frère caché des deux autres Katchouk. Là. Non, mais il n'y a aucun lien, le nom s'écrit même pas pareil, qui passe aux Flyers de Philadelphie, puis en retour, les Wild du Minnesota qui vont chercher Roman Schmidt. Donc, personnellement, Roman Schmidt, c'est la première fois que je voyais ce nom-là. Donc, Puis Kachuk, ça fait quand même une coupe d'équipe qui se fait ouais. échanger. Il réussit jamais à vraiment faire l'alignement. Je pense que ça va plus être un AHLE attaquant d'extra rendu là. Ben ouais, c'est comme un gars de profondeur, je sais que les équipes, ça change, mais c'est pas
un gars vraiment, tu sais, c'est pas genre par exemple un Nick Bjugstad que lui, tu sais, il va changer d'équipe relativement souvent, mais tu sais, c'est un gars qui peut apporter quelque chose. Tu sais, ça peut être un bon gars de troisième trio, là, un bon centre quand même. Tu sais, Kachuk, c'est un gars qui fait son 3 4e trio, qui va pas faire grand-chose. En tout cas, il se promène souvent. Sinon, un défenseur un défenseur avec énormément d'expérience, Connor Murphy, qui, moi, je pense, tu m'aurais demandé il y a un an, Connor Murphy, tu dis, ben, il est pas bon, ce gars-là. Puis pour vrai, j'ai regardé ses statistiques. Je pense que j'ai vraiment sous-estimé Connor Murphy parce qu'il est quand même très, très solide. C'est relativement un bon défenseur défensif parce qu'il était avec les Blackhawks, puis il y avait un négatif, il y avait un différentiel d'à peine de -3 cette saison. Fait que c'est pas si pire. L'année passée aussi, son différentiel n'était pas affreux. Donc, il n'est pas si mauvais. Puis les Oilers, on sait que la défensive, des fois, ça fait mal. Donc, les Oilers sont allés chercher Connor Murphy en retour d'un choix de 2e tour en 2028. Puis aussi, Connor Murphy est à 50% retenu son salaire. Et aussi, qu'est-ce que Oui. j'aime bien, c'est que c'est un défenseur droitier de gros gabarit qui peut jouer quand même physique. Donc je trouve ça très très bien pour les Oilers. C'est un gars que normalement tu préfères sur ta troisième paire, mais que si jamais tu as des blessés, il peut aller sur une deuxième paire. Et si tu regardes qu'est-ce que Nashville a reçu pour Michael McCarron, je sais lui c'est un attaquant, qui est vraiment un attaquant de profondeur, quatrième trio. Ils ont eux aussi reçu un choix de deuxième tour. Donc je trouve que pour Connor Murphy, c'est pas tant que ça. Seulement un choix de deuxième tour, c'est un défenseur qui était quand même un peu convoité. Donc je trouve que c'est très très bien pour les Oilers. Et justement, on en a parlé, Minnesota sont allés chercher Michael McCarron, qui était un ancien choix de premier tour des Canadiens, qui je pensais jamais qu'elle allait être échangée pour plus qu'un choix de sixième tour. Là, Oui. Nashville ont réussi à avoir un choix de deuxième tour, donc très très bon pour eux. Et pour Minnesota, je trouve que c'est cher payé. J'espère que c'est pas la seule acquisition qu'ils vont faire. Oui. Et Nashville ont aussi échangé Cole Smith à Vegas pour un choix de troisième tour. Donc on voit Nashville commence à vendre. Est-ce qu'ils vont décider de vendre O'Reilly? Est-ce qu'il y a des plus grosses pièces? On va voir. Mais jusqu'à date, c'est ça les échanges que Nashville a fait. Là. Sinon, un défenseur aussi qui, on le sait, est pas totalement. Il y a des gens qui l'aiment, il y en a des gens qui l'aiment pas. Tyler Myers, de son surnom Chaos Giraffe, ça, je ne connaissais vraiment pas ce surnom, Girafe du chaos. Parce que c'est vrai qu'il y a un grand coup quand même, Tyler Myers. Mais en même temps, je pense qu'il est 6 pieds 8 si je me trompe pas. Donc il est vraiment En très tout grand. cas, Là. il est grand puis il a un grand coup. Donc c'est pour ça qu'il appelle la girafe du chaos, parce que des fois, il fait des trucs défensifs et t'es comme what? Mais c'est ça, donc Tyler Myers qui prend le chemin des Stars de Dallas et en retour, les Canucks reçoivent un choix de deuxième tour en 2027, un choix de quatrième tour en 2029 et ils retiennent également 50% du salaire. Donc, les Stars qui vont se renforcer en défensive. Puis, tu sais, Tyler Myers, tu sais, sur une troisième paire, je pense pas qu'il peut faire de mal aux Stars. Là, En plus, les Stars l'expérience. avaient besoin d'un défenseur droitier. On sait qu'à gauche, ils sont très très forts avec Iskanen et Harley. Le côté droit, c'est un peu plus faible, donc ça peut être une bonne ajout de profondeur. Et là, à partir de là, c'est là que le marché des défenseurs s'est ouvert. Après ça, on a appris que Colton Parayko irait à Buffalo. Là, on est en train de tourner le jeudi soir. Et qu'est-ce qu'on a vu, c'est que peut-être que finalement, il n'a pas accepté de lever sa clause, on ne sait pas trop. On va avoir plus de réponses demain pour cette transaction-là. Mais si la transaction se fait, ce serait Colton Parayko irait à Buffalo contre Radim Murtka qui avait été choisi dans le top 10 l'année dernière. Si vous ne savez pas trop c'est qui, c'est lui qui avait pas l'air très content d'être repêché par Buffalo. Et un choix de premier tour. Donc, ça serait ça la transaction. Donc, c'est quand même deux grosses pièces pour Colton Parayko. Puis si on met ça en perspective, c'est deux choix de premier tour, un qui va être un plus late, puis un qui est un top 10, donc ça équivaut à deux choix de moyen, on va dire. Les Canadiens ont eu Noah Dobson pour deux choix de premier tour et Heinemann qui est un joueur de troisième trio. Donc Noah Dobson qui est 7 ans plus jeune, signé à long terme, qui veut jouer à Montréal. Puis Parayko, il a 32 ans, donc je trouve que le Canadien là-dedans sort qu'ils ont fait une bonne échange. Mais pour Buffalo, ça amène, si la transaction arrive actuellement, si finalement elle se conclut, si tu regardes leur défensive, là, je pense le top 4 qui ont tout en haut de 6 pieds 2, 6 pieds 3. Là. Rasmus Dahlin, t'as Owen Power, t'as Colton Parayko, t'as Sam Wilson, puis même Bowen Byron, il est pas petit non plus, donc ça fait toute qu'une défense. Puis Buffalo pourrait vraiment. Il pourrait être dangereux, disons, là. Avec des bons défenseurs défensifs qui peuvent jouer physique. Là. Regarder rapidement. Puis pour ce qui est de Michael Kesselring, il est 1m96 aussi. Je ne sais pas par contre s'il joue régulièrement avec les Sabres, mais il a quand même 28 matchs depuis le début de la saison.
On sait qu'il a manqué. Donc, je pense qu'il joue régulièrement Ça aussi. fait une Donc, défensive oui. qui peut être très épeurante, là. Oui, effectivement. Sinon, Utah qui vont faire l'acquisition de Mackenzie Weegar, un autre défenseur des Flames de Calgary, en retour d'Oli Mata et trois choix de deuxième ronde cette année. Donc, Ouais. c'est 3 choix de deuxième ronde de 2026. Plus un prospect que les Coyotes avaient repêché à l'époque en 2023 en troisième ronde, Jonathan Castagna. Écoutez, je suis fan des Coyotes, puis j'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Ben non, moi Donc, non plus, j'avais jamais entendu parler de lui. Donc, c'est vraiment les 3 choix de deuxième tour, la grosse pièce. Puis c'est ça qui est étrange. D'habitude, tu vois un choix de Feus ou. C'est rare que tu vois 3 choix de deuxième tour. ouais, Peut-être que Utah voulait absolument pas donner leur le choix. choix Puis de premier tour. qu'est-ce que j'ai vu genre, j'ai vu après ça du monde qui expliquait un peu la valeur des choix de deuxième tour. Pour les personnes, 2 choix de deuxième tour équivaut à un late first pour les équipes, en gros. OK. Ben, pour elle, c'est possible. Puis, sinon, en tant que tel, ben, peut-être qu'ils veulent pas donner, parce que, tu sais, oui, Utah sont présentement en série, mais ils sont pas. Non, c'est pas non plus, ouais. Ça se pourrait qu'ils les ratent aussi, là. C'est pas impossible. Du moins, pour mon compte en banque, j'espère qu'ils vont les Ouais, rater. c'est vrai, si vous vous rappelez notre pari, si Utah fait les séries, ils s'achètent un chandail de Utah, puis s'ils font pas, moi je dois m'acheter un chandail de Boston. Mais aussi, faut dire que dans les choix de deuxième tour, il y a un que c'est eux des Rangers qui vont finir dans le bottom de la ligue. Donc ça va être un choix Ouais. entre 30 et 40, là, disons. Là. Puis sinon, Alimata, pour apporter un petit peu d'expérience à la brigade défensive des Flames, penses-tu que c'est une bonne acquisition, Ben, Tingman? je C'est pense que eux, temporaire? je pense que eux, c'était Ils vraiment s'en foutent. les 3 deuxièmes, puis sûrement Ouais. pour le salaire ou les trucs comme ça, ils ont dit ok, puis c'est pas lui qui va vraiment changer grand-chose, là, disons. Là. Ok, c'est bon. Puis finalement, dernier échange qui est sorti en date, les Oilers Edmonton qui font l'acquisition de Jason Dickinson avec 50% du salaire retenu par les Blackhawks, ainsi que Colton Dock, le frère de Kirby. En retour d'Andrew Mangiapane, qu'on sait plus tôt dans la semaine, il a été soumis au balotage, il n'a pas été réclamé. Et également un choix de top 12 protégé. Donc cet échange-là, j'ai vu le tweet de Jason Demers et j'étais très d'accord avec lui. Pourquoi ils n'ont pas juste mixé Dickinson et Connor Murphy dans le même trade? C'est comme c'est la même équipe, c'est Chicago et Edmonton, c'est les mêmes équipes. Euh, en tout cas, Honnêtement, je trouve que je préfère Murphy à Dickinson puis Golden Dock, puis ils ont payé moins cher pour. Je ouais. pense que c'est aussi pour se débarrasser du contrat de Mangiapane, mais ils l'ont signé, je pense, ça fait même pas un an. Puis il Mm. faut vrai donner un first round pick, puis c'est Dickinson, puis Golden Dock. Sûr de Ce ce que les trade-là des Oilers ils Oilers. font, là, je comprends pas trop. Ils vont chercher Jarry, finalement, Suarez est meilleur. Ils donnent Kulak pour aller rechercher Murphy. Ils donnent un choix de 2, ils donnent un first. Ok, quand tu dis, ok, une équipe a donné un first, un second, tu te dis, ok, ils sont allés chercher un bon joueur, là. Dickinson puis Murphy. J'aime bien Murphy, mais pour une équipe qui espère aux grands honneurs, c'est pas ce que j'appelle l'acquisition qui va faire Ouais. changer quelque chose. On se rappelle que McDavid, il a signé en début de saison à rabais, justement, puis il disait ok, je vous donne encore 3 ans pour gagner, sinon je pense que je me barre. Ou sinon je signe à 25 millions par an. Mais, fait quoi, tu sais, en tout cas. Hâte de voir ce que les Oilers, ça va donner. Je sais pas, sincèrement, encore, c'est la situation des gardiens de but qui est compliquée là-bas, là, parce qu'il y Mais a en même temps, est-ce que d'air. c'est rendu le gardien le problème parce qu'il y en a aucun qui fonctionne? Là, Ben, ça fait plus qu'un an là, depuis Mike Smith, Koskinen, après ça t'as eu Pickard, t'as eu Stewart, t'as eu Ingram, c'est quasiment lui qui fait le mieux. Jack Campbell, ça n'a pas marché non plus. Le Jarry, ça marche pas là, un moment donné, quand il marche tout pas, un moment donné, je me souviens que l'année passée, Jerry, il avait été envoyé au balotage. Ouais, Là, tu sais, ça c'est sûr. comme ça va pas bien depuis un bout, Jerry, puis Connor Ingram, il ressort quand même d'une bonne traversée du désert. Tu sais, il a rejoint le programme d'aide à LNH, il a joué un an à Salt Lake City, tu sais, la dépression puis tout, là, je le comprends. Mais lol. Mais non, j'arrêtais de troll, mais tu sais, écoute, ça reste que tu sais, là-dedans, tu mets Jack Campbell. Moi, je pense qu'il était plus carry par les Maple Leafs en tant que tel. Il n'a jamais été Non, exceptionnel. c'est une fraude. Calvin Pickard n'a jamais été un gardien LNH. En tout cas, Que vu de même moi, aussi, c'est vrai qu'ils ont tout testé des gardiens un peu bot, comme on sincèrement, va dire. Calvin Pickard, il a été dans la LNH par défaut. Là. Ça a toujours été un goalie AHL. Un Là, genre, troisième, ouais. ou un troisième gardien. Là. Tu sais, écoute, il y a une année, il a été starter, puis c'était l'année que Colorado, avant qu'il commence à faire les playoffs, là, c'était l'année qui a fini dans le fond de la ligue. Là. L'année qu'après, ils ont drafté Makar, quatrième au total. Là. Colorado, cette année-là, c'était affreux. C'est la saison que Montréal avait gagné 10-1 contre eux, là, on s'en souvient. Là. Au Centre Bell, le tour de chapeau de. C'est pas Qui a Pacioretty? fait-
C'était soit Pacioretty. Paul Byron, c'était le match qui a gagné 6-1 contre Détroit, je crois. Ouais. Mais, Puis aussi, c'était pas le ouais. match que Yemelin avait frappé quand c'était Ouais, 9-1, là. ouais, il avait ramassé un joueur de l'Avalanche, c'était quand même très drôle. Mais ouais, c'est ça. Donc, cette année-là, il avait été affreux. Puis Pickard avait été le starter cette année-là. Puis, tu sais, il y avait eu des stats correctes pour l'équipe qu'il y avait. Mais, tu sais, comme. Ça reste, tu sais, ça n'a jamais été un excellent gardien, Calvin Pickard. Là. Donc, ouais. Ils n'ont pas eu des excellents gardiens. Puis, avant eux, avant Skinner aussi. Skinner, c'est sûr. C'est Skinner un peu. Tu vois comment il va bien à Pittsburgh. C'est peut-être ça le truc qui bosse. Mais aussi, peut-être la défensive de Pittsburgh est plus responsable défensivement. C'est peut-être plus ça aussi. Parce qu'il y a Evan Bouchard défensivement, on va se le dire. Il a été incroyable offensivement, fabuleux, mais dans sa zone, Défensivement. je pense que nous deux, on ferait mieux, là. Puis sinon, avant, c'était Mikko Koskinen puis Mike Smith, 58 ans. Là. Ouais. Ça aidait pas. Donc, ça va être à voir. Il reste encore. On en joue juste le mercredi soir. C'est vendredi à 15h, je crois, l'heure limite pour la date limite des transactions. Pour les Canadiens de Montréal, ce qui va être à surveiller, c'est le cas Patrick Laine. On va voir s'il va quitter l'équipe. Il faudrait, sincèrement. Là, c'est 8 millions de 7 pour qu'il joue à Fortnite. Là, sa masse salariale, c'est pas super. Puis les rumeurs aussi entourant les Canadiens, c'est est-ce qu'ils devraient aller chercher un gardien? On le sait qu'ils sont tout le temps en dents de scie les performances de leurs gardiens. Selon moi, je pense pas. Parce qu'on le sait, c'est pas cette année qu'on va gagner la coupe. Si on la gagne, c'est vraiment un miracle. Et on a déjà nos deux gardiens du futur, Dobèche comme deuxième et Fallu comme premier dans le futur. Donc là, selon moi, on devrait pas y aller. Et aussi, il y a la rumeur d'aller chercher un défenseur de troisième paire, un peu comme un White Cloud, quelque chose comme ça, pour se grossir en défense. Et une rumeur qu'on est attaché, mais rendu là, quasiment toutes les équipes sont attachées, c'est Robert Thomas. Mais il faudrait payer très très cher. Donc, je sais pas s'ils sont prêts à faire ça. Là, il y a Suzuki qui a dit un peu la même chose que l'année dernière. J'ai confiance en mon équipe, pas besoin de faire de changements. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Je sais que les Canadiens ils sont très réticents à donner des gars comme McAlage. Je comprends. Il y a même quelques personnes dans la hiérarchie des Canadiens qui disent que McAuley c'est un intouchable. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont chercher aussi un ailier pour compléter le premier trio? Parce que là on sait on a essayé Dak, on a essayé Bolduc, on a essayé Texier. Donc on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais ça ressemble à ça pour les Canadiens. Ouais, effectivement. Puis, ben, moi, je pense que ce qu'il devra chercher, c'est un défenseur au moins de troisième paire. Là, enlevez-moi Struble puis Struble, Jacky au plus sacrant, là, sincèrement, les deux. Là, j'en pourrais un Luke Shen ou un Zach Whiteclaw, comme tu as dit, ça pourrait être quelque chose de très bon, je pense. Mais c'est ça. Carter Murphy, ça aurait été quelque chose de ouais. bon, mais il est parti. Sinon, au niveau des signatures maintenant, Ethan Frank a signé avec les Capellos 2 ans, 2 millions. Ethan Signature Frank, correct. que 1,9 million de son salaire est donné parce qu'il n'arrête pas de marquer contre les Canadiens. Donc ça, il faut lui Effectivement, donner. Puis sinon, ça c'est un truc que j'ai buggé en voyant ça, presque autant qu'envoyer le McCarron pour un choix de 2. Si on m'avait dit juste l'année passée, il y a quelques mois, que Kiefer Sherwood signerait 5 ans, presque 6 millions, j'ai comme fait what? Surtout 5 ans. Moi, dans ma tête, j'étais genre, ok, genre, il doit avoir 27, 28. Il va avoir 31 à la fin du mois, là. Et ça va l'amener jusqu'à 36 ans. Mais je peux comprendre avec le cap qui va monter, 5,75 va devenir un salaire de troisième trio, rendu là, même peut-être, c'est ça. Puis c'est un gars qui frappe, qui marque des buts. Mais je sais pas. Moi aussi, moi j'aurais plus donné 3 ou 4 à 4 millions. Là. On sait, c'est pas un joueur qui que ça fait long. Tu sais, ça fait un joueur qui pendant un bon début de sa carrière, tu sais, Ben, ça change comme tu tout as le dit, temps AHL, NHL. il y a un an, Ouais, il valait vraiment pas ça. Là. ben, sincèrement, j'ai regardé ses statistiques tantôt. Je pense qu'il est établi à l'LNH depuis genre 3 ans à peine. Là. C'est comme. Avant, il a souvent fait la vague entre la Ligue américaine et la LNH. Donc, tu sais. Sa première saison, c'était vraiment. Il était connu pour frapper. Là. C'est cette année qu'il a Ouais. explosé dans les buts. Là. En tout cas. Donc, ça. En tout cas, au moins, c'est son agent, puis lui, jackpot. Ouais. Sinon, on a parlé tantôt d'Andrew Mangiapane, qui a été sous balotage, n'a pas été réclamé. Maintenant, il est rendu à Chicago. Robbie Fabry également, qui a été sous balotage par les Blues, a été réclamé par le Wild du Minnesota. Par contre, avec leur défensive, le Wild, je ne vois pas qu'il va avoir de la place, Robbie Fabry. En tout cas, à la limite, peut-être sur une troisième paire. Puis sinon, les Maple Leafs, on sait que ce soir, ils ont retiré d'aliment Bobby McMahon, Oliver Ekman-Larsson et Scott Lawton, donc potentiellement préparer un échange pour ces 3 joueurs-là. On sait que les Leafs, ça va pas très bien, ça risque de rater les séries cette année. Ça, j'avoue, c'est pas quelque chose qu'on aurait prévu. Mais en même temps, avec, la perte de Marner, Ouais, mais il peut-être passe s'y attendre. de Ouais. contender être premier dans l'Est à être loin de faire les séries, puis c'est désastreux. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas là-bas.
Puis Riley est vraiment descendu dans ses performances. Dans les trois qui sont là, je pense que Olivier Ekman-Larsson, c'est lui qui a le plus de valeur, qui a quand même une bonne Ouais. saison. Ce serait peut-être un gars que je trouverais intéressant par les Canadiens. Ça m'étonnerait qu'il y ait aux Canadiens avec Toronto, c'est rare qu'ils font des transactions. Il y avait eu Plekanec il y a une couple d'années, mais sinon, c'est très rare. Mais sinon, c'est un gars qui serait intéressant. C'est un gars qui peut peut-être être sur un deuxième power play si t'as pas de corps arrière. Un gars qui peut quand même jouer une 15-20 de minutes par match. Lawton, c'est étonnant, parce que l'année passée, à la date limite, Toronto ont Oui. payé cher pour Lawton parce qu'ils se sont dit, justement, il y a une année de plus, on va pouvoir avoir 2 saisons avec lui et il serait déjà en train de se faire échanger. Donc, c'est vraiment étonnant les Leafs. Puis Mm. c'est un peu aussi étonnant parce que les Panthers aussi font pas les séries. Puis qu'est-ce qu'on a entendu dire, c'est que eux aussi commenceraient à vendre, mais eux ils ont pas mal moins de trucs. Puis je pense que eux l'année prochaine vont être une bonne équipe. Là. Barkov il a pas joué de l'année, Match Ketchuk manqué une bonne partie. Donc des gars un peu comme AJ Greer pourraient être échangés. Sinon peut-être Bobrovski parce qu'aujourd'hui ils ont signé Louis Domingue. Mais après ça, ils l'ont mis directement au balotage. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, c'est 2 joueurs qui pourraient être à surveiller, mais pas grand-chose de très intéressant de leur côté. Là. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver à la date limite des transactions. La grosse pièce, c'est Robert Thomas. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec lui. Je suis en train de me demander, moi, c'est le coût. Par exemple, si on parlait d'Oliver Ekman-Larsson, moi, j'essaie de voir c'est quoi son salaire parce que je me souviens qu'il. Ben, présentement, il y a un cap de 3 500 000. Les Canadiens pourraient se le permettre parce que dans ma tête, il y avait encore le contrat qu'il avait signé en Arizona qui avait payé. Il me semble qu'il avait payé cher. Là. Il avait payé très cher. Donc, au moins, c'est ça. C'est un petit peu moins pire de ce que je m'attendais. Donc, c'est pas mal tout au niveau de l'alénage, comme tu l'as dit, PO. Ça va être, ben, comme on l'a dit plus Ouais, tôt, ça va être. 3,5 pour jusqu'à Ça va. 2027-28. Pour vrai, il est rendu à quel âge? À 34, il y a 34 34 ans. ans, ça le fait pour vrai. Cette année, il a 35 points. Vraiment, il joue très très bien. C'est quasiment le défenseur numéro un des Leafs. Parce que Riley, ça l'a vraiment descendu. Puis Tanev est blessé. Donc, pour vrai, ce serait un joueur que je pense qu'il peut être bien convoité d'ici la date limite. Là. Puis sinon, pour les Canadiens, Patrick Laine qui va être surveillé. On Ouais. sait que les Kings étaient potentiellement dans la conversation en même temps. Mais j'ai Les l'impression qu'il Kings. a aîné, s'il se fait changer, ça va être comme à 2h55 quand l'équipe Ouais, qui est intéressée aura pas eu les joueurs qu'ils voulaient. Puis ouais, ils vont se retourner vers Patrick Lainé peut-être. Là. effectivement. Puis aussi, on a oublié de parler des Kings, mais Jim Miller, l'entraîneur-chef, Ouais. qui a été congédié. Je me suis dit, ah, ok, parce que c'est vrai que les Kings, ça allait pas bien. Remplacé par DJ Smith, j'ai fait, ok. Pas sûr non plus de DJ Smith, en tout cas. Non, moi On non a plus, vu, je suis vraiment pas sûr. Là. parce qu'on a vu comment il a fait tout sauf gagner Ottawa. Ok, oui, il y a une équipe en reconstruction, mais. Je pense Non, que la c'était pas. reconstruction à Ottawa a été retardée à cause de lui aussi. Genre, sincèrement, là, ça gagnait pas. Il y a toujours des mauvais débuts de saison. Donc, en tout cas, les Kings, ça va pas bien. Mais la Pacifique, en tant que tel, on va se le dire, c'est probablement la pire des divisions de la Ligue. Là, on va se le dire sincèrement. Là. Je Ben, pense Vegas, qui sont premiers dans l'Est, ils se battraient pour la dernière place en série. Là. Ah ouais, ok. Ben, il serait pas en série ou il serait quand même en série? Ben, faudrait que je vérifie, mais il y a 2 jours, ils seraient pas en série. Ok. Mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, si on cumule toutes les équipes de la Pacifique, si tu cumules les défaites en prolongation et les défaites en temps réglementaire, toutes les équipes ont plus de défaites que de victoires. Donc, c'est même les Golden Knights, ils ont comme genre 28 victoires, mais ils ont comme peut-être Les Golden un peu moins Knights de 20 ont défaites. 29 victoires, 19 défaites et 14 défaites en prolongation. C'est ça, ils ont perdu au-dessus de 30 matchs. Il y a juste une équipe qui sont dans le positif, c'est les Ducks. 23, Ok, 33, 20, 24-3. C'est les seuls. ok, mais tu sais, en tout cas, Mais les Golden c'est Knights sont à moyen. 72 points. Puis la dernière équipe qualifiée dans l'Est, c'est Boston à 73. Ils seraient même pas en série. Puis, ouais, non, c'est ça qui est quand même bizarre. Moi, en tout cas, ça me rappelle, on dirait vraiment ce genre de situation-là quand tu fais un mode franchi sur NHL, tu as toujours une division Oui. vraiment en poche où tu as même une équipe qui va se qualifier en série alors qu'elle est en dessous de 500. Là. Genre, ça arrive des fois. Donc, on dirait ça avec le Pacifique cette année. Mais donc, on le rappelle, division, ben voyons, pas division, mais en tout cas, date limite vendredi prochain. Puis les Canadiens sont présentement dans leur voyage en Californie, un voyage qui d'habitude fait jamais de bien aux Canadiens dans les dernières années. Il va rester les matchs contre les Ducks et les Kings. Sinon, on va passer du côté de la NFL parce qu'on a eu des signatures, on a eu des échanges, on a eu des petits trucs qui se sont passés au côté du football. Tout d'abord, les Patriots qui ont libéré Stephon Diggs. On sait que c'est pas le joueur qui fait parler de lui pour les bonnes raisons le plus souvent, on va se le dire. Il est très très bon, mais souvent on parle de lui pour d'autres trucs. Donc, Ouais.
C'est ça qui est négatif. Donc, les Patriots qui décident, au moins, ça va faire une distraction de moins dans le vestiaire. Donc, c'est toujours ça de prix. Un gros échange. Les Lions de Détroit qui se départissent de David Montgomery. On l'envoie aux Texans de Houston en retour d'un choix de 4e tour, un choix de 7e tour. Et un joueur de la ligne offensive, Juice Scruggs, que je ne connais absolument pas. PO, je ne sais pas si tu le connais, mais... Ben, c'est quand même un bon joueur de ligne, mais. OK. Mais ça va. Genre, c'est un bon, mais pas un élite non plus. Là. Mais ouais, c'est ça. C'est les fans des Lions qui ont mal pour ça. Parce que, tu sais, David Montgomery, on sait que c'était Sonic un and des deux Knuckles. membres de Sonic and Knuckles. Donc là, il va quitter les Lions. Les Lions aussi ont raté les séries cette année. Donc, moi, ça me rendrait très triste de me dire que la fenêtre des Lions est peut-être déjà fermée. Mais. Ben, moi, personnellement, c'est vraiment personnel, je suis très content parce que dans mon fantasy de football, nous, on joue un Dynasty. Puis un Dynasty, ça fait que tu gardes tes joueurs les années d'après, puis tu les gardes sur le long terme. Et j'ai Jahmyr Gibbs. Et souvent, il se faisait voler des touchés. Puis c'est quand on était plus proche de la ligne, il mettait un gars plus gros comme Montgomery. C'est lui qui allait faire les 2-3 dernières verges. Donc là, ça va être Gibbs qui va terminer ses touchés. Donc là, je vais faire plus de points. Donc là-dessus, moi, je suis très, très content. Puis on le sait, les Texans, ils ont une excellente défense. Mais côté attaque, CJ Stroud, ça dépend s'il veut jouer au football ou s'il veut lancer le ballon à terre. Hein. On sait qu'il est capable des deux. Il y avait des bons receveurs en Nico Collins et tout ça, mais côté running back, c'était des vieux, souvent blessés qu'il y avait, avec Joe Mixon, que je pense qu'il n'a même pas joué de l'année. Donc Montgomery va devenir le numéro 1. Donc ça peut les aider beaucoup pour l'année prochaine. Donc, sinon, on va parler d'une équipe qui va très bien, hein, bien sûr. Là, les Jets de New York qui ont posé un franchise tag sur Breece Hall, qui est un running back. Donc, au moins, lui, il va être pogné avec les Jets. Ouais, pour ceux qui savent pas c'est quoi le franchise tag, c'est que ça donne qu'il est signé un an de plus, si je me trompe pas, mais genre, il est obligé de signer un an de plus. Puis il va se faire donner la moyenne des 5 plus hauts payés à la position du gars qui est mis. Comme là, les 5 plus gros running backs ils vont prendre leur salaire, ils vont mettre une moyenne d'argent, puis ça va être l'argent du prochain contrat de l'année prochaine pour Breece Hall. Donc ça, il faut vraiment que tu le fasses normalement avec tes meilleurs joueurs. Mais c'est aussi un peu plus compliqué. Là. J'ai essayé de le résumer rapidement. Là. Il y a plusieurs trucs qui rentrent là-dedans. Donc, ils ont fait ça avec Breece Hall. Il y a les Colts ils ont essayé de le faire aussi avec Daniel Jones. Donc, c'est un peu différent. En gros, j'ai ouais. essayé de me renseigner. C'est la première fois que je voyais le terme transition tag. Puis il y a même plein de gens qui n'avaient pas l'air de savoir c'était quoi. En gros, en lisant les commentaires sur Instagram, ça vaut ce que ça vaut. Mais les gens ont l'air de dire qu'en gros, c'est un truc qui veut dire que Daniel Jones est comme. Il doit prioriser les Colts en tant que tel, mais si il peut avoir des offres de d'autres équipes, puis après, si une autre équipe lui fait une offre, les Colts sont libres de soit égaler l'offre ou de ne pas l'égaler, donc de le laisser partir. En gros, je pense que c'est ça que ça veut dire. Mais en gros, il y a comme une priorité de négocier avec les Colts. Daniel Jones, on sait qu'il a eu. C'était une des raisons pourquoi les Colts allaient super bien en début de saison avant qu'il se blesse et que ça finisse hors des séries. Ça, c'était rough pour Puis après Indianapolis. ça, il y a George Pickens qui a reçu le franchise tag pour les Cowboys. Puis on le sait, Pickens a connu vraiment une saison exceptionnelle l'année dernière. Même surtout quand CeeDee Lamb s'est blessé, il a vraiment pris la place de receveur numéro 1. Donc je peux comprendre ce franchise-là plus que Breece Hall, disons. Là. Bon, effectivement, en top, les Jets, il faut bien qu'ils gardent les serveurs qui peuvent être un petit peu qui veulent rester. Ouais, c'est ça, malheureusement pour les Jets de New York. Sinon, les Bears de Drew Dahlman, un joueur quand même assez jeune, a joué il a seulement 27 ans, annoncerait sa retraite, donc ça serait quand même une pas pire perte pour Chicago. Sinon, au niveau des corps arrière, les Cardinals qui mettent officiellement fin à l'ère Kyler Murray. Ils l'ont annoncé qu'ils allaient libérer le carrière qu'ils ont repêché au premier tour, premier choix total, je crois que c'est en 2019. Juste pour dire comment c'est rough, l'année d'avant, ils avaient drafté en première ronde Josh Rosen. On se souvient, El Famoso Josh Rosen, qui maintenant est genre courtier en immeuble ou un truc comme ça. C'est genre le seul carrière qui n'a pas payé de la première ronde de 2018. Ouais, de 2018, on rappelle cette première ronde-là. Sam Darnold, Baker. Lamar Jackson, Baker Mayfield et Josh Allen. Et C'est quand même Rosen. assez stable. Et Josh Rosen. Donc, ouais, c'est ça. Il a été repêché premier au total. Il avait eu un début de carrière prometteur, mais ça a été vraiment rough dans les dernières années avec les Cards. Call of Donc, Duty.
Oui, effectivement. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui niaisent sur le fait qu'il est trop petit pour être carrière. Ça me fait mourir de rire, mais en tout cas. Comme on a vu des images, c'est un gars qui arrive à l'hôpital, pas à l'hôpital, mais à un aéroport, puis il est vraiment une personne de très petite taille. Puis il est arrivé au Minnesota, puis on fait Ah, Kyler Murray est arrivé pour signer avec les Vikings. En tout cas, j'ai vraiment ri quand j'ai vu ça. Mais ouais, c'est ça, une ère terminée, puis Kyler Murray, il l'a dit dans son post sur les réseaux sociaux, il a dit il met un peu ça sur sa faute aussi de ne pas avoir été capable de mener les Cards plus haut qu'il l'a fait. On sait que sous son âge, je pense, les Cards ont fait les séries seulement une fois. C'est l'année qu'ils avaient ultra bien commencé, puis qu'après ils s'étaient écroulés, puis ils avaient perdu un match de wildcard, donc ça avait été rough. Maintenant, moi je pense qu'il va y avoir de la demande pour lui. Ben Dans les oui. commentaires, les gens étaient comme Kyler Murray, you are a New York Jets. En tout cas, c'était toujours des jokes comme ça. Mais en même temps, quand on regarde dans les agents libres, le meilleur carrière disponible, c'est Willis. Ouais. Est-ce qu'il est tant meilleur que Kyler Murray? Si on parle que Kurt Cousins va peut-être se retrouver du travail, je pense que Kyler Murray peut se trouver quelque chose de très intéressant. Puis Ouais. pour les Cards, je pense qu'il n'aurait pas fait ça s'il n'y avait pas eu Brissett qui avait bien fait quand même relativement en fin de saison. Je pense qu'il est comme tu as un peu dit, ils vont y aller avec lui puis ils vont continuer le tank parce que je pense pas que l'année prochaine ils vont faire les séries. Donc ouais. J'aimerais beaucoup, mais je pense pas. Mais ouais, comme je l'ai proposé la semaine dernière avec les Cards, moi j'aime, en tout cas, je suis fan des Cards, mais genre, je pour dire, je garderai Jacoby Brissett, on tank, puis on essaie d'aller chercher Arch Manning au prochain draft. Là, genre, je pense, en tout cas, un bon corps arrière espoir pour le prochain repêchage. Si on a vu des rumeurs pour le corps arrière, j'ai buggé en voyant ça. Jimmy Garoppolo, je sais pas si vous vous souvenez de lui, c'était le corps arrière des 49ers lors du Super Bowl en 2000, le Super Bowl de 2020, lui que Laurent Duvernay-Tardif avait gagné avec les Chiefs. C'est lui le carrière des 49ers qui avait débuté le match, qui avait starté le match en gros. Donc, il n'a pas été starter depuis 2023. Là, les Cards seraient intéressés à l'avoir. En tout cas, C'est un peu bizarre. On dirait on essaie souvent de recycler des corps. On laisse pas le temps à nos jeunes de se développer. Un peu comme Richardson avec les Colts. Ça fait même pas 3 4 ans qu'il a été repêché. Puis ah oui, on lui donne déjà plus de chance. On en le revient avec fameux Philippe. On, Philip Rivers. ouais, on en revient avec Philip Rivers. On continue à signer Kurt Cousin. Là, un gars qui a pas joué depuis 2023 reviendrait. Genre. Je sais pas. Non, c'est ça, on essaie de recycler des cards. Puis sinon, au niveau des autres carrières qui avaient été vues avec les Cards prochainement, il y avait Tyson Bagent. Il y avait aussi Malik Willis qui était à surveiller. Puis surtout, El Grande Gino Smith. Donc, j'ai pas envie que ce soit Gino Smith. Mais ça pourrait être très bon pour Tank. Ça, Ah, je vais pour le Tank, comprendre. ça, là, c'est A+. A+. Ce sera en plus pour Tank, mais Quand sinon, ouais, tu en vois tout la cas. game de CJ Stroud en playoff, Gino Smith, c'est ça au quotidien. Genre, sérieusement, il est pas bon, là. En tout cas, il a déjà été, mais là, c'est plus le cas. Ben, le Euh, passé, il l'était pas. En tout cas, quant à faire les cas, je m'attendrais très bien à ce qu'il dit. Oui, on va aller chercher toi, en train de faire ça, ouais, non. Un Euh, duo Gino Smith-Tua. Ça serait épique. Ça serait épique, en tout cas. Puis pour finir, on a eu un gros échange aussi aujourd'hui du côté de la NFL. Les Chiefs de Kansas City qui se départissent de Trent McDuffie. On l'envoie aux Rams de Los Angeles pour un choix de premier tour, 29e au total cette année. Un choix de 5e tour, 6e tour aussi cette année. Et un choix de 7e tour en 2027. Donc, beaucoup que les Rams ont donné pour Trent McDuffie, mais encore, c'est un très bon joueur. On l'a vu lors de la réaction que Patrick Mahomes et je crois que c'est Xavier Worthy ont eu sur les réseaux sociaux. Xavier Worthy a fait non, genre il était comme non, puis juste Patrick Mahomes juste écrit damn. Il était comme Est-ce que ça veut dire que les Chiefs, ça s'en va dans une genre de reconstruction? Parce que là, ben on sait pas si ouais. Mahomes va être là au début de saison avec sa blessure. Est-ce que Travis Kelce prend sa retraite? Là, il échange McDuffie. Ça commence à être compliqué, là. Ouais, effectivement. Et je pense, ben, peut-être plus un retool, parce que je Ouais. pense qu'ils peuvent encore être performants, mais tu sais, comme tu l'as dit, ça va être au niveau de l'offensive. L'offensive, il y a des trucs qui marchaient pas cette année. Là. Puis c'est pas qu'ils jouaient mal, tu sais, c'est pas qu'ils accordaient tant de points que ça. Là. Ils en accordaient Mais pas là, il tant. donne un bon joueur en défense. Donc là, Ouais. si ta grande fois c'était la défense, puis là, tu donnes un bon joueur de défense. Bon, mais par contre, il faut dire, les Chiefs ils vont avoir quand même 2 choix de premier tour cette année. Ça va être Puis intéressant. de qu'est-ce Euh, que j'ai vu avec je pense, son 9e choix, qu'est-ce qu'il viserait, ça serait le running back de Notre Dame.
qui était super bon. Puis ça, c'était un de leurs points négatifs cette année, la course. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait les aider offensivement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Justement, comme j'ai dit, est-ce que Mahomes va être prêt? Tout ça, c'est la grosse question. Donc, pour les Chiefs, qui est nous deux, notre équipe préférée, euh, ça se peut qu'on reçoive la monnaie de notre pièce des Super Bowl qu'on a pu avoir, là. Ouais, mais en tout cas, je connais bien des fans de la NFL qui seraient contents, mais Mais les Pats pas sont de moi. retour. Ah, si, bon, ouais, effectivement. Bon, on a parlé de football américain, maintenant on va parler de football européen, ou le soccer pour les intimes. C'était le début de la saison dans la MLS, il n'y a pas longtemps, avec le CF Montréal, qui ont joué 2 matchs. Le CF Montréal, on sait, ça va pas bien. D'habitude, ça va pas Ben, très l'année bien dans passée, ça cette allait année. vraiment pas bien, mais là, on dirait que ça Ouais. va encore pire. Ouais. En gros, ils ont joué 2 matchs pour l'instant et ils ont accordé 8 buts et en ont marqué 0. Donc, voilà, Mais perdu le qu'est-ce premier qui est match drôle, 5-0, le c'est deuxième 3-0. ouais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que le premier match, ils ont perdu 5-0. Là, la grosse excuse du coach, ça, pendant une grosse partie du match, ça allait bien, puis quand on a pogné notre carton rouge, c'est là que ça allait débarquer, nanana, c'est à cause de ça qu'on a perdu. Là, on se dit, ok, c'est valable. La game d'après, l'autre équipe a eu un carton rouge. Il était où vos buts? Pourquoi vous avez perdu 3-0? Pourquoi là, ça n'a pas plus marché, là? Vous étiez 11, il était 10, là? Vous avez quand même perdu 3-0, hein? Parce que... Mais PO, ce qui me comptait avant de le tournage, c'était quand même très drôle. Un de tes anciens collègues qui travaille maintenant pour le CF Montréal qui se fait montrer notamment, j'en sais quoi, les types de posts à faire quand il marque 2 buts, mais ça fait 2 matchs qu'il se fait former, mais qui peut pas faire grand-chose. Il est Donc, encore en formation, il n'a pas pu, il n'y a pas grand-chose qui se passe, là. effectivement, donc ouais, ça risque d'être encore une saison rough. Puis, sincèrement, écoute, je suis pas un grand fan de soccer de base, là, mais ça donne pas envie d'aller voir cette équipe-là, Ben, sincèrement. C'est pathétique, là, pour elle, c'est... personnellement, pour quelqu'un qui a dû travailler alentour du CF cet été, je faisais la mise en onde pour BPM pour leur match qu'on diffusait. C'était long. C'était long, longtemps. Les partisans commencent à perdre de l'intérêt. On faisait des lignes ouvertes quand les matchs étaient à domicile. Puis il y a eu des matchs qu'on n'a pas eu d'appel, là. Puis, genre, ça commençait à être compliqué, là. Puis, le monde commence à perdre intérêt, là. Si tu marques même pas de but, ok, tu peux perdre, être en reconstruction, mais perdre 8-0 en 2 matchs, là, c'est rough. J'espère que c'est juste un mauvais début. On va se reprendre l'année prochaine parce que sinon, ça peut être compliqué pour les partisans, les billets de saison, tout ça, là. Cas, on sait que c'est le CF Montréal change de coach comme quelqu'un change de sous-vêtements, là. Fait que, tu sais, c'est comme Mais change de qu'est-ce qui est coach à toutes les désolant, années. c'est qu'il y a une couple d'années, je dirais, j'ai pas les dates exactes, mais il y a genre 2-3 ans, 3 ans, on avait une très bonne équipe qui était très très bonne, qui s'est qualifiée haut, il y avait un bon coach. On a décidé de pas signer le coach, il est reparti puis il est allé gagner des coupes après ça avec ses autres équipes. Puis on avait quelque chose de bon, ça s'en venait. Puis on a décidé de pas payer puis de pas vouloir y aller, donc c'est décevant là-dessus. Ouais, ça veut dire proprio cheap, là, on va se le dire ben franchement, là, tu sais, en tout cas, je pense que c'est peut-être le proprio qui est plus cheap rendu là, puis on sait que Saputo ne fait pas l'unanimité, on va se le dire. Donc, en tout cas, en espérant qu'il gagne un match cette année, ou du moins qu'il marque un but, ça serait cool. Sinon, au niveau du soccer, on sait que dans 100 jours, même un peu moins de 100 jours, ça va être le début de la Coupe du Monde. Mais là, On sait. Ouais, avec ouais, tout en ce qui tout se cas. passe au Mexique puis aux États-Unis, ça commence à être chaud pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'elle va devoir être mise en péril? Parce qu'on le sait, là, au Mexique, il y a eu des problèmes de cartel, tout ça. Ils ont même envahi quelques aéroports. Aux États-Unis, on sait tout ce qui se passe, là, même là maintenant avec la guerre avec le Moyen-Orient. Ça pourrait être une place un peu à éviter, disons, là. Ouais, juste le Canada qui serait safe pour l'instant. Le problème, c'est que le Canada, parmi les 3 pays qui accueillent la Coupe du Monde, c'est eux qui ont le moins de stades. Ils en ont deux, Toronto puis Vancouver. Si Donc, on se dépêche à réparer le stade si olympique, bol. peut-être. On pourrait Ouais, avoir des... Si on se tant dépêche. d'affaires. On y va avec le stade Saputo puis le stade de soccer de mon école secondaire. Là, quand affaire, on va y aller au bout, là. Mais ouais, c'est ça. Donc, hâte de voir ça. Normalement, de bientôt, on va voir aussi les derniers pays qui vont rejoindre les groupes. On se souvient que pas tous les pays sont connus. Normalement, dans le groupe du Canada, ça devrait être l'Italie. À voir s'ils réussissent à se qualifier. On sait que ça va être 2 Coupes du Monde de suite qui ratent. Après C'est pas avoir un gagné pays. l'Euro, c'est un peu étrange.
Effectivement, ouais, c'est ça, c'est genre, il avait gagné l'Euro en 2021, 2022, ils font même pas la Coupe du Monde, j'ai comme, what? En tout cas, puis en 2018 aussi, tu sais, c'est un gros pays de soccer, l'Italie, ça fait 2 fois qu'ils ratent, c'est vrai que c'était quand même assez surprenant. Puis sinon, en tant que tel, on sait que l'Iran n'est pas sûr de participer justement à cause de qu'est-ce qui se passe présentement avec ces chers États-Unis d'Amérique. Puis sinon, cette fin de semaine, il y a aussi le premier Grand Prix de la saison en Formule 1, le Grand Prix d'Australie. On n'en parlera pas vraiment dans cet épisode-là parce qu'on a préparé une émission spéciale de 1 heure et demie. On l'a tourné juste avant de tourner cet épisode avec un invité, un nouvel invité que vous allez pouvoir découvrir lors de cet épisode spécial d'1 heure et demie. On a fait également nos prédictions pour le top 5 du classement pilote cette saison. Donc, très hâte de voir ça. Je vais rappeler les heures. Ça va être à 23, à 1, voyons, pardon, à Ça a été minuit compliqué. le samedi. Ouais, ça a été compliqué. Dans la nuit du vendredi au samedi à minuit, ça va être les qualifications. Et à 11 h du soir, dans la nuit du samedi à dimanche, ça va être le Grand Prix en tant que tel. C'est en Australie. C'est sûr que c'est plus tôt ou plus tard. Donc, soit vous allez vous coucher tard ou vous levez tôt, tout dépendant de comment votre horloge interne va fonctionner. C'est cette fin de semaine qu'on avance l'heure également. Oh. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est ça. C'est qu'on va Off, perdre comme une off. heure demain. Ouais, ça va être rough, ça va être rough. Ça, c'est le pire moment dans l'année. Tu sais, peut-être, si vous nous écoutez d'une autre part dans le monde, vous le faites pas, puis tant mieux pour vous, sincèrement. Ben, de Mais, moins en moins de place le font. ouais, en tout cas, ben, tu sais, il y a plein de places qui le font pas. Il y a des gens qui commencent à arrêter de le faire. Moi, je pense que ce serait peut-être le temps. Moi, je serais partisan qu'on garde l'heure d'hiver tout le long. C'est moi qui préfère l'hiver aussi. L'heure d'hiver, c'est celle qu'on a en ce moment ou c'est elle qui s'en vient? Elle qui s'en vient. Non, elle qu'on a déjà, Ok. présentement. Ben, tu sais, écoute, moi, sincèrement, tu sais, on recule l'heure, tu gagnes une heure de sommeil W. Là, t'avances, là, tu perds une heure de sommeil, là, excusez, là. Le sommeil, là. À partir d'un certain âge, le sommeil, c'est ton meilleur ami. Donc, ouais, c'est ça. Donc, en tant que tel, ça va être à surveiller cette fin de semaine. Premier Grand Prix de F1. Puis sinon, il y aura la date limite des transactions. Normalement, on devrait faire, en tout cas, c'est prévu, on fasse une petite émission. Retour sur la date limite des transactions. J'espère juste que ça ne fasse pas comme dans les dernières années, puis que toutes les grosses transactions se fassent la veille de la date limite. Ou en tout cas, qu'il n'y en ait pas des grosses. On se souvient, PO, quand on avait fait une espèce de live stream en 2024, la date limite des transactions. On avait parlé pendant 7 heures sur les 8 heures de live du trade de Genzel, là, qui avait eu lieu la veille, on s'en souvient tous. En tout cas, PO, je pense Ben que tu oui, je t'en m'en souviens. souviens. Tout le monde nous posait la question et était genre, ah, vous pensez quoi du trade de Genzo? Vous pensez quoi du trade de Genzo? Puis finalement, Genzo, ben, il est plus là. Puis Bunting, il est plus non plus dans l'autre bord. Donc, Ah, c'est ça. En tout cas, ça avait été, tu sais, la première trade, c'est gros, c'était Hurtle, puis c'est comme à 2 h 30 de l'après-midi. On avait arrêté le live à 3 h 30, 4 h, là, fait que, en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, normalement, on devrait faire une émission spéciale là-dessus, mais comme j'ai dit, on espère que pas tous les gros trades soient faits. Sinon, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, puis on va se retrouver la semaine prochaine.